Hello à tous, ici Anne Ponty et bienvenue dans un nouvel épisode du Chantier. Le Chantier, c'est un podcast maison, travaux et déco dans lequel j'interviewe des personnes inspirantes qui ont réalisé une rénovation. Des particuliers comme vous et moi, ou des décorateurs, entrepreneurs, architectes, bref, des gens qui ont connu ou qui connaissent encore la vie de chantier. Mon objectif, partager des conseils concrets à tous ceux qui se lancent dans les travaux. J'ai moi-même réalisé récemment ma première grosse rénovation, celle de ma maison, et en partageant les avancées des travaux sur mon compte Instagram, je me suis vite rendu compte que le sujet a intéressé beaucoup d'entre nous. Alors bienvenue sur le podcast où l'on n'a pas peur de se salir les mains, où l'on adore parler plomberie, électricité, placo et ponçage de parquet. Bref, bienvenue sur le chantier. Cet épisode est soutenu par Seigneurie, la marque de peinture que l'on connaît tous et qui est numéro 1 chez les artisans professionnels. Et s'ils l'adorent tous, ce n'est pas pour rien car Seigneurie, c'est la marque qui allie performance, innovation technologique, engagement RSE et peinture bas carbone de haute qualité. Grâce à leur célèbre nuancier que vous connaissez peut-être, chromatique, utilisé par énormément d'architectes sur les chantiers, ils sont aussi une référence en matière de couleurs, avec plus de 1000 teintes extrêmement variées. Je vous recommande d'écouter l'épisode Parole de Pro 28 à ce sujet qui vient de sortir, dans lequel j'ai discuté avec Mathilde et Nicolas de Seigneurie pour tout savoir sur la peinture bas carbone et c'était hyper intéressant, vous devriez vraiment y apprendre plein de choses. Et enfin, dernière info mais pas des moindres, si vous avez de la peinture à faire cet été, profitez-en car Seigneurie vous offre à vous, auditeurs du podcast, moins 20% de réduction avec le code PV25GH en majuscule et en chiffres sur toutes les peintures et lacs intérieurs dans les magasins Seigneurie et sur le site seigneuriegautier.com jusqu'au 1er septembre 2025. Alors cet été, à vos pinceaux et maintenant, place à l'épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode, un épisode que vous étiez nombreux je crois à attendre sur ce podcast, un épisode sur l'histoire d'Alix Petit et de sa maison, la Casa Quetché. Alix et son mari ont rénové une maison dans le Vexin, à 1 heure de Paris, et dès le départ, ces deux esprits créatifs sont partis dans un concept architectural fort pour aller au bout de leur idée. Un intérieur contemporain, minimaliste, du béton brut, des pièces aux volumes monumentaux, des couleurs comme le vert et le rose qui se répondent dans toute la maison, des imprimés et des tissus uniques en faisant la part belle aux lignes géométriques, à la beauté brute des matériaux et aux pièces iconiques du design vintage, le tout dans une enveloppe extérieure de maison de campagne tout à fait traditionnelle. Mais quand on pousse la porte de la Casa Quetché, c'est tout un monde qui s'offre à nous, révélant la personnalité d'Alix et Onour qui ont œuvré ensemble pendant plusieurs années à la réalisation de ce chantier et de ce projet, le projet d'une vie. Je vous donne rendez-vous sur lechantierpodcast.fr en même temps que vous écoutez cet épisode pour découvrir la visite intégrale en photo de la maison ainsi que les avant-après des travaux qui sont franchement assez incroyables. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter l'histoire de la rénovation de la Casa Quetché. Hello Alix. Salut Anne. Merci de m'accueillir à la Casa Quetché, c'est comme ça qu'on dit ? Exactement. Dans cette maison assez incroyable. Ça fait un moment, ça fait quelques mois qu'on essaye de se caler une date pour enregistrer cet épisode toutes les deux. Alors je suis très contente qu'on arrive à le faire aujourd'hui. Tu vas tout me raconter sur la rénovation de cette maison dans le Vexin. Ça fait un moment que les auditeurs du podcast attendent cet épisode, je crois. Donc je pense qu'ils sont très contents là, de démarrer l'écoute de cette histoire. Mais alors, pour commencer, est-ce que tu peux peut-être te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas, nous dire d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et avec qui tu habites à Paris et puis un petit peu ici. Oui, alors je m'appelle Alix Petit, j'ai 42 ans. J'ai grandi à Paris, j'ai vécu longtemps à l'étranger, notamment aux États-Unis. J'ai une marque de vêtements qui s'appelle Aimstone, qui est ma première occupation. J'ai à côté une agence de communication digitale spécialisée dans l'intelligence artificielle avec mon mari. Ah, je savais pas. Avec qui je vis, donc une agence qui s'appelle The Refreshment Club. Et je vis à Paris avec mon mari, du coup, qui s'appelle Onur Quetché, qui a du coup donné le nom à Casa Quetché, qui est d'origine turque, d'où le nom Quetché, avec la jolie Cédille. La Cédille. Et donc on habite à Paris avec nos deux filles, Élise et Panda, qui ont 11 ans et 7 ans.
Super. Alors, dis-moi, comment toute cette histoire a commencé avec cette maison ? C'était quoi le projet d'achat immobilier à la base ? Et c'était quoi vos critères de recherche ? Comment vous avez trouvé cette maison, tout simplement ? Alors, en fait, on est rentré des États-Unis Oui. en 2016, fin 2016. Ok, t'étais à New York. Et on était à New York. Et quand on était à New York, on avait déjà ce projet de vouloir acheter, à l'époque, ce qu'on appelait une petite cabine dans les bois. Ah oui, je vois très bien. Upstate New York. Et du coup, de pouvoir avoir un projet, de éventuellement construire plus de maisons dessus, etc. Mais on avait vraiment déjà ça en tête. Et en fait, quand on est rentré en 2016 pour des questions de boulot, En France ? en France, on savait pas combien de temps on allait rester parce qu'a priori, on revenait juste pour 6 mois. Et puis, Ah de ouais 6 mois, le projet s'est étendu à 8 mois, puis 9 mois. Et puis, ensuite, il y avait la rentrée Puis 10 ans presque. de septembre, exactement. La rentrée de maternelle de notre fille. Et du coup, il a fallu prendre la décision de l'inscrire. Donc, du coup, on a basculé un petit peu notre vie à Paris tardivement, en tout cas sur le long terme. Et puis, on savait pas trop au début, on n'était pas... Enfin, assez rapidement, on s'est dit, c'est sûr qu'on va avoir une maison en dehors de Paris, dans la nature. Moi, je rêvais d'avoir une maison vraiment en pleine forêt, sauf que mon mari m'a dit, mais en fait, la maison dans la forêt, ça fait rêver, mais en vrai, t'es à l'ombre toute la journée, donc c'est pas Ouais, possible. c'est vrai. Donc, en tout cas, on a visité pas mal de propriétés aux alentours de Paris. Alors, nos D'accord. critères, c'était très simple. On voulait que ça soit max à 1 heure de Paris. Pour y aller facilement le Pour y week-end. aller facilement le week-end, surtout avec des enfants petits et éviter de divorcer dans la voiture. Le deuxième point, c'était qu'on voulait une maison avec énormément de travaux ou un terrain constructible. Parce Ok. qu'on a tous les deux, avec mon mari, on est tous les deux créa, donc on a une esthétique qui est assez particulière. On adore l'architecture, on adore la déco et on voulait vraiment que ça soit pas juste un projet où on prend une maison de campagne et on pose nos valises. Ouais. Non, on Vous voulait vouliez un vraiment terrain de jeu on voulait faire pour, des pour gros vos idées. travaux. Ouais. Et donc voilà, donc on a vraiment pendant pratiquement 1 an visité un peu tout ce qu'il y avait autour de Paris. Peu importe un peu on n'avait pas un coin de prédilection. Ce qu'on voulait, c'était avoir une maison, soit une épave qu'on pouvait retaper, soit du coup un terrain constructible. Ok. Et mon mari, juste pour la petite anecdote, parce que ça me fait toujours marrer, il a évidemment dans toutes ses recherches vu qu'il y avait des tonnes de châteaux à droite à gauche, et donc il était au début à partir sur un projet de château. Je lui ai dit non mais attends, tu te rends pas compte, un château, mais c'est l'enfer déjà à meubler, Ouais. à rénover. En général, puis c'est immense, etc. À chauffer, Ouais. à entretenir. Donc on a perdu pas mal de temps au début du projet là-dessus, parce que lui, il était vraiment sur un château. Il visitait des châteaux ? Ah, il a visité une tonne de châteaux. En fait, il a jamais vécu en France. Ah oui, donc ça le mari. faisait rêver. Donc lui, il voulait vraiment, ça le faisait rêver. Et puis après, il a quand même déchanté. Et quand on a fait les travaux de cette maison-là, il m'a dit non mais heureusement. À l'époque, on n'avait pas pris un château, parce que ça aurait été l'enfer. Et alors, comment ça s'est transformé en maison du coup ? Alors nous ça va assez vite. Lui, alors il a vu cette maison sans moi la première fois, parce qu'en fait on en visitait tellement qu'il y a un moment où on faisait pas toutes les visites ensemble. On se dit écoute, quand on a un coup de cœur, on se tient au courant, mais sinon ne m'en parle pas. Donc il a arrêté de regarder les châteaux, il a regardé des maisons. Il a regardé des maisons et surtout je lui avais dit il vaut mieux qu'on trouve une maison qui est en mauvais état, qui coûte pas cher, sur lequel on puisse faire beaucoup de travaux et qu'on puisse avoir vraiment un gros budget de travaux à mettre. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc, il a visité cette maison dans le Vexin. Et quand il est rentré, il m'a appelé direct. Il m'a dit, non, mais c'est celle-là. En fait, je sais, c'est vraiment celle qu'il nous faut. La taille est parfaite. Il y a plein de choses à faire. Le village est hyper charmant, etc. Donc, c'est celle-là. Et donc, je suis revenue la visiter avec lui probablement le week-end d'après, ou quelques jours après. Ça s'est passé comment ? Coup de cœur aussi ? Ouais, coup de cœur. Mais on est on a 2 esthétiques assez différentes, mais qui sont très complémentaires avec mon mari. Et je comprends très bien sa vision et ce qu'il peut trouver de charmant à une maison, quelque chose. Et il comprend aussi, moi, ce qui va me plaire ou me déplaire. Donc voilà, mais en tout cas, c'était un coup de cœur tous les deux. Qu'est-ce qui t'a plu, toi ? Alors moi, j'ai adoré les arbres immenses quand on arrive. J'ai adoré que ça soit une maison qui est quand même assez grande, mais avec plein... En fait, la maison de l'extérieur, on dirait que c'est 3 maisons qui ont été construites presque à des époques différentes. Il y a une grange, un corps de ferme, et puis ce qu'on nous on appelle la tour, qui est pas haute, mais qu'on appelle en tout cas la tour. Là où il y a 2 étages. Il y a 2 étages. Il y a des dépendances. Le terrain, bon là on a fait énormément de travaux, mais je trouvais aussi qu'il était hyper charmant, avec les arbres. Il y a beaucoup de végétation, il y a un côté sauvage. Et un jardin qui n'est pas non plus immense à devoir... Il n'y a pas des hectares et des hectares. Et des hectares où, tu vois, c'est...
Très Donc j'ai aimé compliqué. ça. La maison, alors très charmante de l'extérieur. D'ailleurs, l'extérieur est toujours le même que quand on n'y a pas touché. Maison en pierre, voilà, du Vexin, très jolie. Et l'intérieur, juste je voyais qu'il y avait un potentiel, juste parce que je me disais qu'on pouvait tout raser à l'intérieur, en fait. Il y avait parce tout à faire. qu'elle était vraiment, elle était pas habitée depuis 15 ans, la maison. Donc déjà, elle était en mauvais état et en plus de ça, pas habitée depuis 15 ans. Donc il y avait rien de charmant, on va dire, à l'intérieur, quoi. Ok. Tu m'as dit, on voulait vraiment apporter un morceau de nous dans la maison qu'on allait acheter et en la rénovant, créer un vrai concept d'architecture dans ce projet. Ouais. C'était un peu l'objectif. Enfin, vous aviez envie de ça, quoi. Ouais, c'était ça. Nous, vraiment, on adore. On est très bon vivant avec mon mari et on adore les maisons, l'architecture, les murs, les matériaux. Enfin, ça nous fait vraiment fantasmer, quoi. Donc, ça faisait un moment qu'on avait vraiment envie de faire ce projet. Et donc, quand on a pris cette maison-là, notre projet était vraiment de faire tout ce qu'on avait envie de faire, comme on voulait le faire. C'est une raison pour laquelle on n'a pas pris d'architecte. Mm-hmm. C'est qu'on ne voulait pas avoir toutes les contraintes de tous les architectes qui disaient « Ah bah non, mais ça, on ne peut pas faire. Mais non, mais ça... » Non, en fait, nous, on voulait avoir zéro contrainte et vraiment pouvoir exprimer notre rêve créatif, en tout cas vraiment notre volonté, être vraiment complètement libre, sans aucune restreinte. Et c'est vrai que dans l'architecture, il y a souvent beaucoup de restreintes, surtout quand ça vient sur des rénovations. Et ça a été d'ailleurs le parti pris pour lequel on a décidé de ne pas toucher l'extérieur, parce qu'on ne voulait pas se faire emmerder et devoir faire des changements structurels de la maison. Mais par contre, pour lesquels il faut demander des autorisations. Des autorisations, ça qu'on prend n'a du pas temps. forcément. Ouais, exactement. Et qui peuvent rallonger, en effet, les projets. Ouais. Et nous, on avait vraiment envie voilà. Et puis, on aimait bien aussi partir avec les contraintes de la maison elle-même, qui est une maison qui est toute en longueur. On a à peu près 5,50 m d'un mur à l'autre dans les pièces. Dans la largeur. Dans la largeur. Et en fait, c'est une maison qui est toute en longueur et on est très vite venus sur... on adore tous les deux l'architecture brutaliste, on adore le béton dans la nature et on adore les matériaux. Et on avait vraiment envie de créer un espèce de contraste et surtout d'avoir une maison de campagne qui ne ressemble pas à une maison de campagne. Aux autres maisons de campagne traditionnelles. Exactement. Du Vexin, du Perche, toute cette région autour de Paris. Exactement. Il y a des jolies maisons, mais c'est vrai que l'intérieur, c'est un peu tout le temps les tomates, les poutres, tout ça. Ouais, surtout j'ai un gros problème avec les tomates. Mais on en parlera après. Tu n'aimes pas ça Non, je n'aime pas ça. Non, on avait vraiment envie d'avoir une maison très très moderne, à l'intérieur, très confortable et en même temps très chaleureuse. Ce qui n'est pas forcément facile parce qu'il faut savoir que la maison, là, je précise, c'est du béton et pas du béton ciré. Oui. Qui pour moi apporte vraiment une grande différence parce que il faut savoir que ce que j'aime dans le béton, c'est la simplicité, en fait, le côté très brutal du béton, le poids versus en même temps je trouve que dans le béton il y a une espèce de féminité, cette matière qui est très lisse, qui est très fine, qui présente aussi des espèces de défauts. Tu vois, donc il y a des motifs qui se créent dedans. Enfin, j'aime tout fissurer. En fait. Ouais, exactement. Et donc ça, c'était vraiment, on voulait vraiment que la base soit vraiment le béton. Et autour de ça, on avait envie évidemment d'apporter de la chaleur. On veut que la maison soit hyper chaleureuse. Et c'est une maison qu'on a pensée comme une maison familiale. Donc on voulait que les espaces soient faciles d'accès. On aime quand les lignes, quand il y a une sorte de géométrie dans l'architecture. Donc il y a beaucoup de lignes, il y a beaucoup de portes cachées qu'on ne voit pas. La cuisine, tout est caché. C'est une cuisine qui ne ressemble pas vraiment à une cuisine. On a envie qu'il y ait un côté vraiment assez monumental finalement dans l'architecture de la maison. Et minimaliste quand même. Et minimaliste et qu'on n'ait pas du tout tous les détails du placard, du truc, de l'étagère. Non, les murs, il n'y a rien sur les murs. Il faut que ça soit lisse. Il n'y a d'ailleurs pas de plainte au sol. C'est vrai. Ça tombe directement dans le béton. Il y a une espèce d'arrondi. Et donc on s'est éclaté là-dessus parce qu'en fait à partir du moment, c'est comme dans tout projet créatif, à partir du moment où il y a une idée qui est en place, ou en tout cas une volonté artistique de base, c'est hyper intéressant de le pousser jusqu'au bout et de travailler sur tous les détails. Par exemple, tout ce qui est en béton dans la maison, les angles des murs par exemple sont tous arrondis. Tu vois, il n'y a pas d'angle à 90 degrés. Non, ils sont tous arrondis et en fait, visuellement, c'est subtil, on ne le voit pas forcément, mais en fait, ça amène vraiment beaucoup de douceur, dans le travail du béton, notamment dans la grande salle à manger qui est quand même en béton gris du sol au plafond. Tout d'un coup, ça vient amener un peu de rondeur.
Donc, pour cette démarche où vous vouliez vraiment tout personnaliser, j'ai l'impression, de A à Z, pas d'archi, on gère nous-mêmes, pas de maître d'œuvre, du coup, vous vouliez prendre des artisans en direct ? Alors, on a pris des artisans en direct. Bon, ça n'a pas été la partie la plus facile. Ouais, parce que comment vous les avez trouvés et choisis parce que vous n'en connaissiez pas ? Si, alors on en connaissait parce que moi j'ai quand même habité en France longtemps. Ma mère est architecte décoratrice d'intérieur, calcodée, mais on n'est pas forcément passé avec tous ces corps de métier. Il y avait aussi un gros sujet. Mon mari est d'origine turque, mais a grandi en Australie, donc il parle anglais et turc couramment. Et que pour les travaux, je lui dis il faut qu'on parle quelqu'un qui parle au moins une de tes langues là-dedans, parce que sinon lui, elle est très c'est moi qui impliquée. vais être en... Et donc on a eu la chance par un ami d'être présenté à un corps de métier qui est turc, donc du coup les travaux, et qui parle aussi très bien français. Donc ça c'était aussi un point important. Parce que toi tu parles pas turc. Non, je parle pas turc encore. Un jour. Ouais. Ok, donc parfait. Et donc ça c'était assez facile parce que ça veut dire que du coup mon mari aussi qui a un côté très technique dans ce qu'il fait, il pouvait vraiment échanger librement avec c'était important, les corps parce de que métier. Vous vouliez tous les deux être impliqués dans le projet. Ouais, exactement. Comment vous avez décidé des plans que vous avez fait vous-même et des grands changements qu'il fallait faire dans cette maison ? Comment s'est fait le processus de décision à deux sur les plans et l'aménagement intérieur ? Sur cette réflexion-là en amont des travaux ? Ouais, alors on a vraiment... alors mon mari, lui, il avait vraiment cette idée très précise en tête qu'il voulait utiliser les avantages et les inconvénients de cette maison sans les compliquer. Donc à partir du constat que cette maison est tout en longueur sur un grand plateau, il voulait respecter cette espèce ces espèces de grandes lignes, tu vois, de pas venir créer... Ouais, il voulait vraiment que ça soit une maison qui soit... énormément simplifié dans son architecture. C'est-à-dire éviter tous les recoins, éviter les plaintes, pas de radiateur au mur, etc. Donc il y avait vraiment cette ligne directrice. Et ensuite, alors avant de pouvoir faire les plans, il y avait quand même une grande partie de la maison qui était une grange sur laquelle on n'avait même pas accès au mur, tellement il y avait du vin, des vieux... du vieux bois coupé, donc déjà il a fallu, parce qu'il fallait en fait qu'on enlève tout ce qu'il y avait pour se rendre compte de l'espace. Et ça, il faut c'est votre chambre actuelle, c'est ça ? C'est notre chambre actuelle. Et il faut savoir que c'était aussi assez compliqué de se rendre compte de la salle à manger, parce que les plafonds étaient très très bas. D'ailleurs, on voit à quel niveau ils étaient. C'est-à-dire que moi, quand je suis rentrée dans la maison, je levais mon bras, j'avais ma main complètement à plat au plafond. Donc les plafonds étaient très très bas. Du coup, la maison avait cette sensation d'être très enfoncée dans le sol. Et elle l'était un peu. Et elle était complètement enterrée sur l'arrière de la maison. Elle était en fait recouverte jusqu'au toit. Ouais. Et en fait, du coup, avant de pouvoir faire ça, on a vraiment eu besoin en fait de déterrer cette maison en fait, à différence, soit en enlevant tous les débris, tout ce qu'il y avait dedans, pour en fait se rendre compte de... Dans votre chambre, on s'en rend compte. Tu m'as fait prendre en photo, j'ai fait un avant-après là sur l'arrière de la maison en effet. En fait, la terre, le jardin était complètement en pente. Et du coup, il y a le bout de la maison qui était complètement... Et vous avez découvert des portes. Exactement, ouais. C'est fou. Ouais. Bah, en enlevant tout ça, on a découvert plein de choses. Et surtout, il faut savoir que la grange, on était sur de la terre. Il n'y avait même pas de dalle ou quoi que ce soit. Donc du coup, ça a été la première chose avant de dessiner les plans. Ça a vraiment été de regarder... de déterrer en fait la maison. De cleaner un peu pour voir l'état des lieux. Quoi. Ouais. Okay. Et après, on a fait énormément de va-et-vient parce que cette énorme grange... Nous, on habitait pendant longtemps à New York, dans des espaces comme ça qui sont assez grands, quoi, les lofts new-yorkais, dans lesquels il n'y a pas de cloison, etc. Donc, on voulait avoir cette partie-là. D'accord. Mais en fait, il y avait tellement de possibilités, l'espace est tellement grand que du coup, en fait, la grange, ça nous a pris énormément de temps, ce qui est maintenant notre chambre. Pour décider. Parce qu'à un moment, ça devait être notre cuisine. Ah. On s'est dit, on va faire une énorme cuisine là-dedans. Et puis, du coup, on était un peu gênés parce qu'on se dit, l'énorme espace de salle à manger, qui est aujourd'hui la salle à manger, en fait, comment est-ce qu'on le découpe ? On voulait faire un atelier enfant. Moi, je voulais avoir un studio de yoga. Donc, on a vraiment échangé là-dessus pendant longtemps. Et on a changé d'ailleurs, au début, on devait vraiment partir sur notre chambre devait être la cuisine. Et en fait, on a commencé à le faire, les plans étaient finis, on s'apprêtait à commencer. Et en fait, on a dit, non, mais pas du tout. Ah ouais. Mais pas du tout, en fait. Pourquoi est-ce qu'on fait pas une chambre absolument immense, extraordinaire, qui soit du coup une chambre très familiale, parce qu'il faut savoir que quand on vient juste avec nos filles, on occupe vraiment la chambre principale, la chambre de mes filles dans laquelle on est là, qui est derrière, qui est cachée. Dans laquelle on enregistre. Exactement. C'est trop grand à côté, ça résonne trop. Et la grande salle à manger. D'accord. Et on aime bien cette idée l'autre partie avec les de autres pas chambres, avoir...
vous y allez pas, quoi, du coup. Et on aime bien... Et c'est bien, c'est séparé pour les invités quand il y en a, etc. Exactement. Et on aimait bien avoir les espaces séparés, parce qu'on veut aussi inviter nos amis, etc. Mais c'est vrai qu'on trouve que c'est agréable, en fait, que chacun ait un peu son esprit. Carrément. Et on s'est dit, si la salle de bain, la cuisine est dans notre grange, oui. là, tout le monde ça veut dire tout forcément. le monde est obligé de passer. Alors que là, en fait, on s'est dit, si c'est central, ça fait un lieu de vie commun central, la tour à côté avec les chambres, les 2 dépendances, et nous qui sommes du coup complètement isolés. Mais du coup, on va se faire une très grande chambre qui soit un peu comme une chambre-appartement, très confortable avec des volumes. Et en fait, on s'est vraiment dit, non mais attends, c'est fou en fait de faire une chambre comme ça. Pourquoi est-ce qu'on se fait pas une chambre de ouf avec un vrai effet waouh. Et donc de là est venu le lit en béton flotté, les escaliers et la salle de bain qui est suspendue en haut avec le sauna. Et on a vraiment, alors là il y a beaucoup d'influences qui se mélangent, mais il y a ce côté très loft new-yorkais, dans le côté très ouvert comme ça. Et on adore l'Asie, la Thaïlande, et toute la salle de bain, c'est que des bois exotiques, mais qu'on a traité de manière très minimaliste. Oui. Et notamment tous les tasseaux de bois là, qui sont dans la chambre, avec les placards qui sont cachés, qui ont aussi un côté très japonisant. Enfin, il y a un côté très... tu vois, le bois, c'est très linéaire, tu vois pas les placards, tout est caché, etc. Donc il y a beaucoup d'influences différentes là-dedans, donc ça, on s'est vraiment éclaté à faire cette partie-là. Et je pense qu'il faut quand même savoir que non, nous n'avons pas divorcé, ou en tout cas, on s'est vraiment très très bien entendu sur le projet. Quoi. Lui, il avait vraiment des lubies sur son béton flotté qui va traverser la baie vitrée, le banc. Oui, la banquette, où il y a la cheminée dans la chambre et qui traverse la baie vitrée. En effet, il y a une cuisine d'extérieur de l'autre côté avec un barbecue. Ouais. C'est un seul morceau. Exactement. Et la baie est venue se poser dessus. Ouais. Bon, ça, c'était vraiment son... Et aussi l'énorme panneau de béton au-dessus de ce banc, gris, qui a un énorme panneau de béton qui est purement décoratif, parce qu'il ne sert à rien, mis à part de venir apporter un élément en plus en béton. Le lit en béton flottant, ça, c'est vraiment, ça, c'est mon mari, pareil. Ça, il avait des trucs qu'il voulait faire absolument. Ouais, et donc ça, moi, tu le suivais là-dedans. Je trouve ça génial, en fait. Enfin, je suis très admirative, évidemment, de... toute personne qui a une idée, un concept fort là-dessus. Donc lui, il a beaucoup travaillé là-dessus, beaucoup travaillé aussi sur la salle de bain, qui pareil, qui est la salle de bain, tout est aligné. Oui. La baignoire, la douche, le sauna. Et en fait, toute la maison garde cette même structure. Tout est même dans les chambres en haut, sous les toits. Tu as la chambre, mais en fait, on a dressé un mur dans lequel tu as les toilettes derrière, la douche derrière. Enfin, tu vois, il y a beaucoup cette notion de ligne, en fait, et de grands murs avec tout ce qu'on veut cacher derrière, pour que ça reste clean. Et voilà, donc on s'est très très bien entendu là-dessus. Et vous êtes amusés ? Ouais, non, on s'est vraiment vraiment éclaté. Mais ça a été vraiment, je pense, un projet... Enfin, c'est le projet d'une vie, quoi, parce qu'on est venu à un moment particulier. Nos enfants, quand on a commencé les travaux, je venais d'avoir notre deuxième fille. Elles sont venues tous les week-ends faire les travaux. Nous, on venait à 5h30 du matin faire le suivi de chantier le mardi. Et à 8h, on était repartis à Paris pour déposer les filles à l'école. Donc, on a plein de souvenirs comme ça. Et ça a duré un moment ? Ça a duré 2-3 ans, à peu près ? Ouais, on a fait 2 ans et demi, je crois, de travaux. Déjà, donc les filles ont bien grandi. Tu vois, à la fin des travaux, elles étaient grandes, quoi. Alors qu'au début, ta petite, elle était bébé. Ah elle était toute bébé, quoi. Je crois qu'elle marchait même pas quand on a commencé. Donc, en fait, vous aviez ce truc de vous dire, on imagine le truc de nos rêves et on voit après comment techniquement c'est réalisable et financièrement aussi, j'imagine. Mais c'était un peu les deux critères que vous regardiez après. Comment on fait et est-ce que le budget c'est ok ? Mais au début, on laisse libre cours à notre créativité, on imagine vraiment pas de limite. Non, il y avait vraiment pas de limite. Alors sachant que on n'a pas des lubies très onéreuses. Oui, c'est pas non plus. Ce que je veux dire, c'est plutôt technique, je pense. Voilà, notre problématique était vraiment plutôt technique parce que après finalement le béton. Ça coûte pas hyper cher. Enfin, tu vois, on n'est pas sur des bois massifs avec des patines de je sais pas quoi, etc. Donc, comment vous faisiez ? C'était au Nour avec les artisans qui, techniquement, voyaient avec eux comment on peut réaliser ça, regarder ce lit que j'ai dessiné, comment on peut le faire. Ou lui, carrément, il arrivait avec voilà comment on va faire, étape par étape. Ou ça a été un vrai travail avec les artisans en collaboration ? Non. Alors, il y a eu des deux. Il y a eu
des choses qu'on n'aurait pas pu faire si on n'avait pas eu ces artisans-là, notamment la table de salle à manger, qui est table basse au début et table. Qui fait, et on a je sais pas combien de mètres de longueur. Je crois qu'elle fait 6,50 m. Ouais. Donc en effet, qui est une table à manger en face de la cuisine et qui... Est-ce que c'était une contrainte qu'il y avait une marche qu'il fallait garder, qui fait que cette table devient la table de salon Voilà, fait, exactement. Donc ça, c'est une des contraintes sur lesquelles mais vraiment on s'est éclaté à bosser dessus, c'est qu'on ne pouvait pas faire sauter cette marche. Ok. C'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux dans la maison, au rez-de-chaussée. Ouais, exactement. Il y a des petites marches. Il y a des petits trucs comme ça. Et en fait, ça nous a pris un peu de temps de se dire comment est-ce qu'on peut tourner ça à notre avantage. Et surtout, ce qui a été compliqué, c'est de mesurer la bonne hauteur pour que ça soit la bonne hauteur de table basse à un endroit et la bonne hauteur de table à manger, parce que tu peux pas faire de... Une fois que c'est fait. Oui, et puis tu peux pas une table pour prendre tes repas, tu peux pas la faire plus haute. Enfin, c'est très inconfortable. Donc du coup, tu m'as envoyé une vidéo sur ça. Je rigole parce qu'il y a une vidéo où vous regardez. On a l'impression que vous avez fait ça hyper vite fait avec une planche où il y a l'artisan que tu t'assois sur une chaise, l'artisan te met la planche au-dessus des genoux. T'es là, ouais, là c'est bien. Il y a des choses qui ont été faites aussi simplement que ça. Alors que la table, il faut savoir que c'est toute une structure en métal en dessous. Elle est complètement électrifiée. Donc tu as des prises électriques et surtout là on a dû vraiment se battre et je crois que ça a été le plus gros combat, ça a été ce feu posé sur la cheminée intégrée quand même, parce qu'on voulait pas que la cheminée soit surélevée, on voulait que quand on dîne au même niveau que nos assiettes, on ait un feu de cheminée. D'accord. Alors moi j'adore les feux de cheminée, et mon mari aussi aime beaucoup, il est australien. C'est vrai qu'il y en a pas mal dans la maison. Il y en a énormément. Il y a carrément un barbecue à l'intérieur, ça, c'est quand vraiment on est avec un vrai australien, c'est sacré. Mais non, donc on a eu cette table, on n'aurait pas pu la faire sans les spécialistes du béton qui l'avaient jamais fait qui l'avaient jamais fait avant, ce genre de table. Et surtout, on s'est rendu compte dans ces vidéos-là, quand on a fait les premiers tests, parce qu'ils avaient fait le cadre en fait avant de couler le béton. Ouais. Et là, on s'est dit, on va quand même venir tester avec une chaise, hauteur d'une chaise normale, pour voir si on peut passer. En fait, on s'est rendu compte que la table, qui était du coup normalement en forme de T, tu vois, avec le... Et ben en fait, on avait les genoux qui tapaient, parce qu'il y avait un moment où il y avait une descente. Ah oui, parce qu'il faut choisir la hauteur du haut, mais la hauteur sous donc, les genoux. Donc du coup, on aussi. a dû changer, ils ont dû enlever le moule et on a dû redessiner le moule pour qu'on puisse du coup slider les jambes confortablement sans que... Ouais, donc c'est en pente. En fait, on dirait que c'est en Y. Et voilà, et puis on aimait évidemment le contraste avec ces énormes pieds ronds. Qui sont hyper lisses, alors que le dessus de la table est un peu rugueux. Il y a beaucoup de choses comme ça. Alors moi, ça c'est vraiment ça me transcende, les matériaux. D'accord. D'avoir des choses, le pied de la table, je le touche jamais le pied de la table. Personne ne va toucher le pied de la table. Mais tu sais qu'il est tout lisse. Je sais qu'il est tout lisse. Et tu es contente. Et que le dessus de la table est légèrement rugueux, et ça vraiment, ça me régale. C'est comme les murs, tous les murs de la maison. Je ne sais pas si tu as caressé les murs, mais qui sont d'une douceur absolument extraordinaire. Ah ouais, j'avoue. Ça, c'est la peinture à la chaux. C'est de la chaux ferrée qu'on a fait vernir ensuite. Ah ouais. Et ça, pareil, pour moi, c'était hyper important dans tout ce béton, d'amener vraiment une douceur esthétique. J'adore la chaux ferrée parce que ça ressemble à des nuages. Tu vois, il y a ce côté un peu moucheté, quoi. Ça ressemble... Et quand c'est lissé comme ça avec le vernis, je trouve ça absolument incroyable. Et je trouve ça encore plus incroyable quand c'est vraiment du sol au plafond. Ça veut dire, enfin là, c'est pas le sol du coup, mais si tu veux, les plafonds sont pas blancs. Voilà, tout est, c'est beaucoup plus lisible à l'œil et beaucoup plus doux que d'avoir le plafond blanc et les murs verts, qui s'appelle vert lagune, je crois, ce vert. Et donc moi, j'ai vraiment travaillé là-dessus. Beaucoup plus du coup sur les matériaux, les teintes, les couleurs, tous les carrelages, les tissus. Et au même titre que j'ai laissé carte blanche à mon mari pour tous ces petits délires en béton. Je lui ai dit, mais alors attends-moi, dis donc que tu vas me laisser faire tous mes carrelages. Tes filles ont demandé une salle de bain arc-en-ciel. On va leur faire. Et voilà, non, je me suis éclatée à faire tous les dessins. Puis surtout, on a tout fait faire entièrement sur mesure. Non mais c'est génial. En Turquie du coup. Parce que tu as donc dessiné les motifs des carreaux de ciment. Les petits carreaux comme ça, c'est aussi du carreau de ciment. Toutes les couleurs. Donc c'est moi on a donné tous les coloris Pantone en fait qu'on voulait, parce qu'il y a dans la maison, je savais que je voulais avoir du carreau de ciment. Je voulais qu'il y ait beaucoup de déclinaisons de couleurs et qu'on ait beaucoup de couleurs qui a l'air d'être les mêmes mais qui soient toutes un peu différentes. Tu vois, pour que ça crée en haut par exemple, on a un espèce de dégradé de gris qui va vers le terracotta. Et t'as aussi du bleu, en fait, t'as aussi... il y a du bleu, il y a du terracotta, il y a du rose, enfin, il y a vraiment plein de couleurs.
qui sont assez différentes. On a fait aussi des carreaux de céramique comme ceux un peu psychédéliques là, qui sont dans les toilettes à côté. Blanc et noir. Il y a les blancs et noirs, il y a ceux qui sont dans les toilettes là, rouges et... tu sais, les lignes rouges, noires et crues dans les petites toilettes. Oui, là, juste là. oui. Et ça parce que j'aimais bien aussi avoir une pièce, des toutes petites pièces quand tu les ouvres qui surprennent. Ouais, et qui soient très différentes du reste de la maison. Et ça, vous aviez un fabricant pour les carreaux ? C'est génial de faire ses propres carreaux. Alors, il faut savoir qu'en même temps, on était en train de construire une maison avec les parents de mon mari dans le sud de la Turquie. Donc là, pour le coup, sur un terrain vague. Ok. Enfin, un terrain vague, un terrain absolument sublimissime dans les hauteurs du sud de la Turquie. Et qu'en fait, il y a une ville dont j'ai oublié le nom, j'essaie de me retrouver le nom, mais dont j'ai oublié le nom là, ça va me revenir, qui fait que du carreau. Et en fait, nous, on y allait du coup là-bas pour s'occuper des carreaux de la maison. Et du coup, on a commencé à parler aux fabricants, de dire, mais est-ce qu'on aussi pour le vexin. Évidemment. Et donc, on les a fait. Donc, c'est tous mes dessins à la main. Et tous les carreaux ont été, mes dessins, là, le fjord, qui est dans la cuisine, entièrement fait à la main, etc. Enfin, c'est extraordinaire. Les rideaux aussi, il y en a un derrière toi d'ailleurs. Ouais, les rideaux aussi, on a beaucoup de coussins. Les rideaux gris aussi, qui sont en haut, c'est des rideaux en cachemire et laine de nos manteaux Aimstone. Ah ouais, génial. T'as prolongé l'expérience de ta marque qui est vraiment, dans la maison. Qui est tellement, c'est une matière qui est réconfortante, qui est vraiment géniale pour une maison de campagne, parce que c'est un peu dufteux, c'est chaud, c'est opaque, enfin, c'est extraordinaire. Non mais ça, je me suis vraiment éclatée là-dessus. Ouais, donc toi, t'étais vraiment sur les matériaux, les couleurs, les motifs, et vous avez tout personnalisé. Vous êtes fait un gros kiff, quoi. C'est génial. Un énorme kiff. Ouais, non, vraiment. Alors, sur le papier, niveau travaux, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Si on liste rapidement, un peu dans l'ordre, tu vois, les étapes, qu'est-ce qui s'est passé ? Démolition, il y a une grosse phase de démolition, je pense. Alors, oui, aussi, on n'a pas fait la maison tout d'un coup. On a vraiment fait d'abord la grange. Enfin, en tout cas, la grange était très avancée quand on a commencé à casser ce qui est devenu notre salle à manger au marteau-piqueur, avec la cuisine improbable qu'il y avait dedans. Sauter les tomates, parce que c'était que des tomates partout. Moi, ça me fout un cafard pas possible, la tomate, surtout quand elle est foncée. Alors que j'adore la brique. Ah oui. Et du coup, je leur ai quand même demandé de les sauver parce que je me suis dit, on va pouvoir à un moment s'en servir pour faire quelque chose. Parce que bon, j'ai du mal à jeter comme ça des tomates, surtout pour mon mari. Par exemple, la tomate, c'est extraordinaire. Lui, c'est le charme français. Ouais. Je me dis, non, mais pas du tout. Mais donc, on les a quand même gardés pendant très longtemps, ne sachant pas quoi en faire. Et après, donc, ils se sont attelés du coup à la salle à manger. Quand ils ont commencé à s'occuper de la salle à manger, ils ont fait après l'entrée principale avec le mur en briques et qui donne en fait de la tour. Avec l'escalier. Et ensuite est arrivé le Covid. Et en fait, il se trouve que les ouvriers travaillaient, habitaient sur place du coup, parce qu'on est quand même dans la campagne, donc ils faisaient pas l'aller-retour tous les jours à Paris ou peu importe où ils habitent. Et donc du coup, ils étaient tous logés dans la maison. Et en fait, ils nous ont demandé de rester, s'ils pouvaient rester logés pendant le Covid. On a dit non mais bien sûr, évidemment. Bien sûr. Donc ils ont pas mal avancé sur toute la partie de la tour en 2020 pendant le confinement. Pendant le confinement. Ok. Oui, donc c'était plus pièce par pièce, espace par espace que artisan par artisan, démolition, etc. Ouais. Okay. Puis il y a eu beaucoup de travail en béton, donc parce qu'il y a eu tous les. Alors un des gros conforts aussi d'une maison de campagne moderne pour moi, c'est de ne pas avoir froid aux pieds. Et du coup, on a fait sauter tous les sols parce qu'on a mis un chauffage au sol sous le béton. Surtout sur un sol minéral, comme le béton. Enfin voilà, c'est vrai que ça peut vite être froid sinon. Ouais. Et aussi parce que moi, par exemple, je ne voulais pas qu'il y ait des radiateurs sur les murs. Je voulais vraiment que ça reste vraiment une boîte très propre, très clean, pas de plainte, tout qui est comme ça. Et donc évidemment pas de radiateurs sur les murs. Chauffage au sol. Est-ce que avant ça, tu te rappelles du jour 1 du chantier ? Pour toi, c'est quoi ce jour, ce premier jour ? Et c'est quoi ton souvenir ? Je me souviens pas du jour 1 des ouvriers parce que je pourrais pas te dire par quoi ils ont commencé. Par contre, moi, je me souviens de notre jour 1 où on commençait officiellement les travaux. C'est ça que je veux. Je suis avec un énorme marteau en train de démolir un bout de mur qui était dans notre grange au sol. T'as une grosse masse là et et qui était pour nous vraiment le début des travaux parce qu'en fait pour qu'ils puissent commencer à travailler là-dessus, il fallait tout enlever. Donc ils avaient vidé la grange et là on enlevait, on cassait le mur. Après il y a eu le mur en briques derrière.
Donc je me souviens très bien de cette période-là. C'était le début symbolique. Et le début aussi symbolique avant qu'il s'attelle à l'intérieur. Encore une fois, je te rappelle qu'il y a eu un gros travail de devoir décreuser, déterrer cette maison pour voir la grange si, sans la terre, les murs tenaient. Parce que jusqu'à maintenant, ils étaient enterrés. Donc en fait, ils tenaient grâce à la terre. Et du coup, il y a eu un gros sujet par rapport à ça. Donc c'est vrai qu'au début, on a perdu un peu de temps parce que il fallait qu'on s'assure que la maison n'allait pas s'effondrer, quoi. C'était quand même un gros sujet. Ouais. Et d'ailleurs, on s'était dit, dans le cas où ça s'effondre, de toute façon, ça ne reste qu'une grange qui est... Oui. Tu vois, de l'extérieur, tu vois vraiment que c'est un bâtiment différent. Donc on s'était dit, au pire, si ça doit s'effondrer, de toute façon, on est quand même sur quelque chose qui est tellement vétuste que finalement, ça ne sera pas une grosse perte. Donc on n'était pas non plus complètement paniqués par rapport à ça. Comment ça s'est passé après la suite des travaux, jusqu'à ce que la maison principale soit à peu près terminée? Parce qu'après, il y a eu les dépendances un peu plus tard, mais le chantier sur la maison, comment ça s'est déroulé En fait, alors, une fois que le chauffage au sol a été posé et que les sols ont été faits, il y a eu déjà une énorme avancée, parce que tout d'un coup, on n'était plus dans de la boue, parce que quand on marchait dans de la terre. Donc déjà, on avait quand même une structure de sol qui était là, et des murs. Et en fait, nous, on savait qu'il n'y avait pas grand-chose de plus que la table en béton, parce qu'en fait, tout est en béton. En fait, on n'a pas de meubles qu'on peut bouger dans la maison. Oui. L'îlot principal, il est en béton, la cuisine, notre lit, etc. La cuisine, Donc en fait, finalement, une fois qu'il y a tout ça qui est en place, les structures en béton... Il reste que les finitions. Il reste que les peintures, les finitions, quoi. Les peintures, ils avaient avancé en même temps. Donc finalement, après, c'est allé assez rapidement. Nous, on revenait de New York, donc on avait tout notre container de notre appartement de New York qui était ici. Donc plein de luminaires. D'accord. Donc ça, on a eu plein de choses qu'on a réutilisées, remises sur les murs, etc. On avait déjà aussi un peu de literie, etc. Donc finalement, c'est allé assez vite. Mais par contre, ce qui a pris du temps, c'est que la cuisine, pour qu'elle marche techniquement, ça a pris un petit peu de temps parce qu'il y a le barbecue, on a un wok industriel, donc il nous manquait en fait des éléments clés pour pouvoir s'installer. Et on était avec des enfants en bas âge, et comme il y avait quand même encore beaucoup les travaux dans la tour qui n'étaient pas finis, même si on peut fermer la porte, c'était encore très très poussiéreux, et surtout le jardin. Il faut savoir qu'il n'y avait pas de champ de mais il n'y avait pas de fosse septique, donc il a fallu déterrer faire passer tous les câbles, faire les raccords d'eau, d'électricité, etc. vers les dépendances qu'on savait qu'on n'allait pas faire tout de suite. Donc le terrain était un champ de bataille, et surtout c'est très boueux ici. La terre est très calcaire, donc ça colle énormément. Et on a vraiment le souvenir, même au moment du printemps, où tu vois aujourd'hui c'est un peu pluvieux comme ça. On était recouvert de boue. Enfin, je sais pas, il y a des bottes, mais qu'on n'a même pas pu nettoyer tellement tu as 40 cm de boue autour, tu vois, qui sont... Donc, on a eu cette sensation quand même d'être vraiment... Il y avait plus d'herbe, on avait taillé des arbres, donc c'était vraiment... Mais franchement, c'était l'apocalypse dehors. Alors que dedans, finalement, c'était assez clean. C'était quasiment fini. Et donc voilà, il y a eu un peu ce décalage. Ce décalage là-dessus. Et après, moi, je me suis occupée de commander toute la literie, etc. Parce que moi, j'aime bien quand les choses sont organisées. Et on a passé notre première nuit ici, un soir de décembre 2021. J'ai fait venir cette société extraordinaire qui s'appelle Brillance. Ah, mais tu sais que je les connais, ils sont passés sur le podcast. Ah, c'est vrai ? Ils sont super. Qui sont venus nous faire le premier gros ménage des travaux. Donc ça, c'était magique parce qu'en fait, il y avait quand même de la poussière. Non, mais c'est un boulot énorme. Monstre. Ouais. Et donc, ils sont venus faire ça. Moi, je suis arrivée aux aurores le matin pour m'occuper de ça. Pendant qu'ils faisaient ça, j'ai fait tous les lits, en tout cas, dont on avait besoin là. On avait déjà les matelas, les trucs. Astiquer la maison, et puis mon mari est arrivé avec les filles qui récupéraient de l'école. Ils ont pris 3 ans dans le bouteillage, ils ont dû arriver sur les coups de 19h. Moi, j'avais hyper peur, je me souviens, le premier soir. Ah oui, il faisait nuit tôt, il y a quand même beaucoup de fenêtres qui sont traversantes, qui est aussi un truc que j'avais adoré, ça, quand on a vu la maison. Chaque fenêtre répond à une fenêtre dans le salon. Ah oui. Les fenêtres sont... Donc tu vois complètement au travers de la maison. Ça j'ai beaucoup aimé. Ouais. Mais la nuit toute seule, moins. Donc là, j'avais un peu peur. Puis on est quand même au mois de décembre dans la campagne. Nous, il n'y a pas de village. Enfin, il n'y a pas de boulangerie. Il n'y a pas de... Il n'y a personne. Enfin, tu as un peu des voisins, quoi. Voilà, donc je me souviens que j'avais un peu peur. Et en les attendant... T'étais contente de les voir arriver. J'étais contente, mais avant ça, j'ai pris le temps. J'ai fait tourner le sauna.
C'est pour ça que moi, je suis une passionnée de sauna. Ok. C'était vraiment, pour le coup... Alors, mon mari, c'était le béton. Moi, c'était vraiment, je veux un sauna dans ma salle de bain. Et quand on a construit ce sauna-là, qu'on a fait complètement custom-made parce qu'il est dans une forme, dans un endroit un peu particulier, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'en fait, les gens ne font pas de sauna chez eux? Parce qu'en fait, ça coûte rien de faire un sauna. Ok. Mais ça coûte rien du tout. Ouais, ça coûte quoi? Ça coûte. C'est quelques planches de bois et le moteur Ouais. du truc que tu fais chauffer avec Ok. les pierres, mais ça coûte rien. Alors qu'on se dit, non, mais maintenant que je sais ça... Faut la place, quoi. Faut une grande salle de bain. Mais pas forcément, parce sinon- qu'on regarde, nous, c'est un tout petit sauna, 2 pièces qui est dans un coin Oui, c'est pas immense. mort. Ouais. Faut pas une pièce tu vois, t'as spéciale. pas besoin quoi. d'avoir... tu peux faire un tout petit sauna, une pièce Ouais. qui fait la taille d'une douche. Ouais, Hein. c'est vrai. Mais alors moi, ça change tout, c'est vraiment... Et donc, le premier soir, Et avant donc, qu'ils tu t'es fait arrivent, un petit sauna. j'ai fait mon premier sauna et j'ai pris une première douche. Et ça a été vraiment pour moi... On a tellement rêvé, en fait, ce moment, quand les travaux seraient finis, de se dire, non, mais tu te rends compte, on n'aura plus besoin de faire l'aller-retour, de rentrer à Paris, et on pourra rester là le week-end et se réveiller. Oh, mais ça a été un moment d'émotion, mais ultime. C'est-à-dire, on était comme... Je sais pas, tout d'un coup, c'était fait, tout d'un coup, on dormait dans cette chambre qu'on a rêvé, tu vois, pendant... Ouais. Ouais, c'est fou. Oh. Les premières nuits, c'est toujours magique, je trouve. Ouais. Mais même encore aujourd'hui, hein, quand Ouais. cette chambre, elle a vraiment quelque chose de magique, quoi. C'est, je sais pas Ouais, elle est si très c'est spéciale. l'espace. Pourtant, moi, j'aime bien dormir dans des espaces un peu plus confinés, etc. Mais c'est, je sais pas, il y a un espèce de calme qui règne dans cette. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il y a aussi toutes nos bonnes vibes qu'on a mis et tout l'amour qu'on a mis dans cette maison. Et en tout cas, moi, je le ressens énormément. Tu vois, quand je suis ici, je suis. T'es bien. Ah, je suis hyper bien, je suis hyper apaisée. Mais ma soeur jumelle aussi, quand elle vient avec son mari, elle me dit « Non, mais Alix, qu'est-ce qu'on est bien ici ?» Je dis « Non, mais je sais, c'est incroyable. » Dans un second temps, après, quand la maison a été terminée, vous avez rénové les 2 dépendances. Du coup, il y a 2 petites. Ouais, il y a 2 petites dépendances dépendances. dans le jardin. Il y a une alors, qui est un peu plus grande, qui est l'atelier, qui est vraiment comme un atelier. Il y a une Oui, grande qui a baie une grande vitrée. fenêtre d'atelier, Ouais, enfin une grande baie. ouais. C'est des chambres maintenant. Ouais, c'est 2 Indépendantes. chambres. 2 chambres. Alors, il faut savoir que toutes les chambres ont salle de bain et toilette à chaque Ok. fois. Donc c'est une très grande chambre, elle n'est pas aussi grande que la nôtre, mais c'est un peu une version un peu réduite de notre chambre, parce qu'elle est très haute aussi de plafond. Il y a une baignoire sur pied en bas de la fenêtre, devant le lit. Il y a une cheminée, et il y a encore cette cloison qui sépare du coup les toilettes, la douche, tu vois, tout est mis Ok. derrière, donc ça c'est assez agréable. Vous avez fait plein d'autres choses après. Depuis, vous avez construit une serre au fond du jardin en verre. Ouais, Pour faire alors un ça, grand potager. on l'a construite en octobre 2023 pendant les vacances de la Toussaint avec mon mari. Donc on l'avait commandé et on l'a construit seul. Ah oui, ça se livre en kit et il faut l'assembler, quoi. Ouais. Non, alors ça. t'as des mecs qui viennent le faire, mais nous, Ok. on aime bien, je sais pas, on avait Ouais, vraiment vous envie de le avez faire. Alors moi, envie de le faire. la serre, ça a toujours été Ton rêve. un rêve pour Je moi. comprends. J'adore, j'adore. C'est vraiment le... Et surtout, on a longtemps parlé, je me souviens de... où est l'endroit le plus ensoleillé du jardin. Donc je me souviens pendant le week-end, on montait dans les chambres du haut et on regardait à différents moments de la journée où est-ce que le soleil, en fait, c'est vraiment dans le coin où elle est là. Ok. Pour mettre la serre. Pour mettre la serre, c'est là où c'est le plus ensoleillé. Évidemment, tu te doutes bien que le sol n'est pas à niveau et que du coup, à Bien la sûr. main, on a remis le sol À plat. à plat. Porter la serre petit bout par petit bout. Parce qu'elle repose sur des tonnes de gravier. Je voulais reparler juste 2 secondes des tomates, pour revenir de ces tomates que j'ai conservées. On en a gardé quelques-unes qu'on a mis dans la salle de bain en haut, les plus Il claires. en reste un peu quand même, dans la chambre rose. Ouais, chambre rose. Donc du coup, je leur ai demandé, on a mis de côté les tomates qui étaient roses. Et je leur ai demandé de les nettoyer et de les laisser brutes pour pas qu'elles soient... Donc ça va, parce que du coup, ça s'apparente beaucoup à de la brique, sauf que c'est de la tomate. Et toutes les autres sont sous la serre, pour la mettre à niveau. D'accord. Et sous tu vois, devant notre chambre, il y a ce truc de béton, là, avec les graviers. Et elles ont été mises en dessous pour surélever et arriver à C'est qu'il y a des niveau. gens qui vont entendre ça, qui vont te Et dire qui vont mais venir t'aurais dû me les creuser. vendre, Ouais. je cherche des tomates. Non, elles sont là, elles vont rester, elles font partie de l'histoire de la maison, mais elles sont juste enterrées. Et vous avez créé en fait différents espaces, à la fois dans la maison et dans le jardin. C'est un peu ça, il y a des petits spots un peu partout où on peut s'asseoir. Même dans votre chambre, c'est pareil en fait, il y a un petit salon presque. Ouais, c'est un peu ça, il y a plein de petits endroits où on peut s'asseoir. Mais on aime bien créer sur des terrains, enfin on aime bien dans les maisons avoir différents endroits. Par exemple, il y a notre chambre qui est très haut de plafond, très grande, mais j'adore la toute petite chambre sous les toits qui est limite, il faut que tu passes...
tu te baisses replié en deux pour ouais. passer. Donc j'aime bien créer des contrastes comme ça. Et le jardin, on a beaucoup travaillé dessus. Déjà, on a fait une grosse remise à niveau parce qu'en fait... Ouais, gros terrassement. Énorme terrassement. Et là, on se rend pas compte parce qu'on a l'impression que ça a toujours été comme ça. Mais toutes les tonnes de terre qui sont là-bas ont été bougées vers l'autre petite dépendance. Parce que tout était en pente. Enfin, Mais oui, et surtout tout le très côté, très haut de ce côté-là et très très bas de l'autre côté. Tout le côté arrière était... Ah oui, d'accord. Il y avait un gros donc, décalage entre les deux. Il y avait vraiment un énorme décalage en fait entre les deux. Ok. Et donc du coup, toute cette terre-là, on l'a amenée de l'autre côté. Et vers la petite dépendance que je te montrerai tout à l'heure, il y a justement... en fait, on a remonté la terre et après ça redescend. Et là, il y a un espèce d'espace à l'extérieur avec un feu d'extérieur, des fauteuils, etc. Vous avez créé des espaces avec des graviers, des espaces, terrasses. Ouais. Et on a carrément créé des espaces tout en haut. On avait un espèce de grand couloir de végétation qu'on a enlevé parce qu'on peut monter de ce côté-là, là. Quand il y a la fenêtre... la fenêtre en fait où il y a notre chambre. Oui. Quand tu regardes, il y a des marches qui montent. Et ben tout là-haut, je te montrerai parce que ça vaut vraiment le coup. Ouais. Et donc bref, on a créé différents espaces et on a cet espace là qui monte. Pareil parce qu'on va voir le terrain était très haut. On a creusé, donc du coup on a comme une espèce de terrasse en fait au-dessus. Ah génial, tu vas montrer tout à l'heure. Et du coup tu montes et là on a un bain nordique qui donne vue sur le champ à côté qui est trop vraiment... bien. Donc il y a beaucoup d'espaces différents et il y a beaucoup d'espaces extérieurs. On a construit aussi le four à pizza entièrement à la main. On a le barbecue, etc. Enfin, il y a beaucoup d'espaces extérieurs et même l'hiver, il y a très très souvent un feu dans le jardin. Qui brûle quelque part. Dedans évidemment à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Et aussi dehors. Est-ce que tu as des bonnes adresses à partager après ces travaux ? Ça peut être des artisans, ça peut être des marques, des fournisseurs de matériaux, je sais pas, des marques de peinture, des marques de mobilier, de tissus. Ouais, alors on a tout ce qui est carreaux, etc. Ça a été fait en Turquie, donc en plus on a réussi à le faire parce qu'on avait l'autre maison qui était en travaux, donc on a regroupé les commandes, mais voilà. Les peintures, alors on a beaucoup travaillé avec Ressources et leurs peintures à la Chaufferrée. Bon, je trouve qu'ils ont des coloris absolument extraordinaires et que c'est des les peintures ont. J'ai aussi fait un épisode avec eux, décidément. Ah, c'est vrai ? Non, donc ça j'aime beaucoup. Et après, les rideaux, tout le textile, c'est mes fabricants et fournisseurs pour Aimstone, donc c'est vrai que c'était assez facile. Et finalement. En fait, encore une fois, comme tous les meubles, etc., tout est en béton. En fait, on n'a pas il y a pas. Tu vois ce que je veux dire ? On n'a pas eu beaucoup de corps de métier en fait différents parce que. On a eu les mecs qui t'es pas allé acheter du carrelage, t'es pas. Ah si, t'as un peu de parquet là dans la chambre où on est. Ouais, alors ça franchement le parquet. J'ai une super adresse qui s'appelle Leroy Merlin de mémoire. T'es allé un peu chez Leroy Merlin aussi alors ? Ah, chez Leroy. Non, mais on a acheté plein de trucs chez Leroy Merlin. Ah ouais ? Comme quoi ? Des robinets, des trucs comme ça ? Ouais, ça, ce petit robinet là, des filles là, qui est très mignon. Le petit meuble, c'est Leroy Merlin. Ah oui, dans la chambre des filles, ok. Ouais. Non, après, on a fait beaucoup de ventes aux enchères pour le mobilier. Alors, on adore aussi le mobilier. On a les Bellini là, qui sont qu'on a acheté à une vente aux enchères. Dans ta chambre ? Ouais, qui sont des originaux de 1970. On s'est dit, non, mais c'est pas possible. Ils vont arriver complètement défoncés. C'est pas possible qu'on ait eu ça à ce prix-là, où ça va être défaut, etc. Puis en fait, ils sont vraiment extraordinaires. On a fait beaucoup évidemment les puces, tous les luminaires qui sont dans la salle à manger contre le mur, on les a achetés aux puces. Ils sont très beaux. Au-dessus de la table de salle à manger, qu'est-ce que c'est les deux suspensions ? Ah, c'est des Foscarini du coup qui sont. On avait d'autres luminaires en fait à l'époque qui étaient plus comme des espèces de paniers, mais en fait on trouvait que ça avait un côté trop plage. Donc il y a ça, celles qui sont au-dessus du bar de la cuisine. On les a achetées en Thaïlande, à Bangkok. On les a ramenées de là-bas. Donc on a plein de choses comme ça. On a beaucoup de choses qui viennent de New York, comme il y a là dans cette chambre. Qu'est-ce qu'on a eu Non, on a vraiment fait. On a fait beaucoup de drouot, de ventes aux enchères. D'ailleurs, il y avait un soir, enfin pas un soir, mais pendant un moment, nos dates avec mon mari, c'était on prenait une nounou, on descendait dans le petit bar en bas de chez nous. On se commandait une petite bouteille de vin rouge et on était chacun sur 2 ventes aux enchères sur différentes. Sur Drouot Live. Exactement. Et on attendait parce qu'on avait repéré en avance les lots, etc. Et en fait, on passait nos soirées comme ça. Mais c'était génial. Trop bien, avec un verre de rouge. Ouais, non, c'était vraiment très très sympa. On s'est vraiment vraiment bien marré.
Là-dessus, puis on l'a vraiment fait d'une manière fun, en fait. Tu vois, on avait vraiment... Et on n'avait pas aussi... Alors, un gros sujet aussi qui est très important, je trouve, pour les travaux, et que moi, sur lequel j'ai mis un veto à mon mari, c'est que je lui ai dit, en fait, ce qui rend fou pendant les travaux, c'est quand tu as une deadline. Ouais. Nous, en vrai, on n'avait pas vraiment de deadline. C'est-à-dire, on voulait pas non plus que ça dure 4 ans, mais si tu veux, on n'avait pas... il faut que j'aménage il faut que j'emménage demain. Enfin, tu vois, il n'y avait pas d'urgence. Il n'y avait pas d'urgence, mis à part nous, notre urgence de vouloir avancer sur les travaux et que ça prenne pas non plus une éternité. Mais du coup, on l'a fait de manière très smooth parce qu'on ne s'est pas stressé plus que de raison, tu vois. On avait envie que ça avance. Quand on voyait que le truc, il se passait rien pendant 3 semaines, on tapait un peu du pied. Mais si tu veux, on n'avait pas un espèce de stress viscéral qui fait que du coup, tu te fous sur la gueule avec tout le monde et que ton projet devient emmerdant. Et du coup, les mecs avec qui on travaillait étaient aussi assez cool parce qu'il faut quand même savoir que avant de faire toute notre grange, toute notre chambre en béton, en chaux ferré couleur lagune là, je leur ai fait faire tout le plafond vert bouteille et qu'en fait je me suis rendu compte que ça me plaisait pas et je leur ai fait les murs comme ça et je leur ai demandé de refaire, donc ils ont dû remettre les échafaudages, mais en fait je sais pas, ils étaient tous assez contents, enfin on sentait que il y avait pas le stress de... Il y avait une bonne ambiance. Ouais, c'était vraiment smooth quoi. Trop bien. Bon, les mecs étaient contents, ils habitaient ici en même temps. Ouais, donc, en même temps, vous étiez sympa et puis vous étiez pas en mode vite, il reste 3 semaines. Ouais, et le week-end, comme nous on venait ici, on faisait des barbecues géants, on allait leur chercher leur merguez halal et leur machin, et on faisait un énorme barbecue dehors pour tout le monde. Donc c'était vraiment sympa. Ouais, c'était vraiment cool. Bah écoute, top. C'était quoi le plus gros challenge de cette rénovation pour toi et est-ce que tu penses que vous l'avez relevé ? Clairement, le plus gros challenge, c'était de suivre notre vision créative tout du long. Jusqu'au bout. Et j'ai l'impression qu'on a réussi à le faire sans faire trop de concessions. Enfin, d'ailleurs, quand on regarde les plans de la maison et le projet à la base, c'est assez conforme. Ok. Ouais. Non, on a vraiment suivi à part la grange qui est la cuisine qui est devenue la chambre. Ouais, mais finalement, ouais. Mais bon, mis à part ce petit détail. Ouais. Mais l'espace était le même. C'était un grand espace. Ouais, non, c'était un peu la même chose. Mais non, je pense que le plus gros défi, ça a vraiment été de faire ça. Pareil, parce qu'il faut savoir que dans la grange, là, quand on a fait péter dans la salle à manger, quand on a fait sauter les plafonds. T'as dû voir, il y a des poutres qui passent, mais qui sont, on dirait des cure-dents, quoi, les poutres, tellement elles sont fines. Et ça, on a cassé les plafonds petit à petit parce que ça a été renforcé avec du métal, évidemment, les poutres et tout. Enfin, là, pour le coup, on a fait venir un spécialiste. Mais en fait, on n'était pas sûr qu'on allait réussir sans avoir un soutien tu vois, principal au milieu du salon, ce qui nous aurait quand même bien emmerdé, que ça allait tenir comme ça. D'accord. Et d'ailleurs, dans le coffrage des murs, parce qu'on a dû isoler les murs, on a perdu un petit peu de largeur de salon, parce que justement, on a renforcé à certains endroits, qu'il y a eu toute l'isolation, etc. Okay. Mais finalement, quand tu le vois comme ça, tu te dis pas, mais j'adore ces poutres qui passent, on dirait vraiment des cure-dents, tellement c'est fin. Et on se dit, on a toute cette maison qui est soutenue par ces poutres-là, parce que tous les renforts ont été cachés du coup dans D'accord. Donc il y a ça. Et l'autre aussi, je trouve, challenge sur un point de vue personnel, c'est d'avoir réussi, c'est de faire ce projet-là avec quand même 2 visions créatives. Assez différentes au final ? Assez différentes. Mais qui matchaient. Ouais, qui matchaient, quoi. Mais justement, on a réussi à trouver une symbiose, un truc qui faisait que ça fonctionnait bien. Et puis surtout, c'est vraiment un projet qui nous a vachement rapprochés. Ouais, ça c'est génial. Tu vois, c'est génial de te dire que tu peux faire des projets comme ça, sur lesquels tu t'éclates, où tu t'entends bien avec ton mari dessus et que c'est assez facile. Donc voilà, c'est un peu les 2 points. Qu'est-ce que tu as appris avec ce chantier ? La patience et puis que tout est possible, quoi. Moi, je suis vraiment, tu sais, je crois vraiment que ce qu'on pense à l'intérieur de nous et ce qu'on a envie de faire, il faut juste le faire. Parce que dès que tu demandes l'avis à droite à gauche, c'est mais non, vous pouvez pas faire ça, mais c'est impensable. Et en fait, si. Enfin, je veux dire, c'est. Donc voilà, ça m'a en tout cas conforté dans cette idée de vraiment aller jusqu'au bout de ces idées sans compromis. Ouais. Ça a été quoi ton étape préférée pendant les travaux ? Et le pire moment ? Alors j'ai adoré quand je les ai vus mettre les circuits pour le chauffage au sol. Je pense que ça vient, c'est un côté très réconfortant pour moi.
Et c'est très, très organisé, le chauffage au sol. Ouais. C'est hyper beau, quoi. Il y a un Ouais. côté... voilà, donc ça, j'aimais bien. J'ai adoré cette photo que je t'ai montrée dans la grange quand on a commencé à débâcher le béton. Je suis allongée dans la baignoire et il y a la lampe. Ça, j'ai adoré parce que tout d'un coup, il y avait tous les éléments qui étaient là et tu vois, on arrivait sur la fin. Je la partagerai. Ouais, le pire pour moi, ça a été, je crois, le jardin, là, la boue, le jardin noir. Et puis un jardin, ça prend du temps à être beau. Enfin, ça fait peut-être le 2e été là que le jardin est maintenant vraiment beau parce que ça s'est stabilisé, etc. Mais j'ai trouvé que ça a été le bordel pendant hyper longtemps, le jardin. C'était moche, quoi. Tu vois, tout est un peu petit, tout est, tu vois, c'est... Et qu'est-ce que vous avez le mieux réussi pour toi ? Le truc vraiment où tu passes devant, tu te dis putain, ça, on a bien fait de le faire. Ah bah la table. Ouais. Ah ouais. Cette fameuse table de 6 mètres, 7 mètres de long. Ouais. Je trouve qu'elle est incroyable parce que elle est d'une simplicité. Ouais, c'est clair. Et c'est ça que j'aime en fait, c'est la complexité et à quel point on s'est pris la tête sur cette table. Alors que c'est un design tout simple. Alors qu'en fait, on la regarde, on se dit ouais bon enfin. Ouais, c'est 2 cylindres. Elle a toujours été là, quoi. C'est 2 cylindres et ça pour moi c'est vraiment. Ça pour moi c'est vraiment la réussite en termes de design. Moi j'ai pareil avec mes vêtements quand on arrive à créer tu vois un truc qui est genre mais bim bam boum. Les filles au bureau se marrent toujours quand je dis ça mais c'est vraiment tu vois quand ça tombe bien. Efficace. Et ça a l'air simple alors qu'en fait c'est ultra complexe. Et cette table pour moi c'est vraiment la définition. Puis d'ailleurs c'est très l'image de la maison quoi. Ce feu là posé sur la table c'est ouais qui lie génial. Qui lie les espaces entre eux aussi. Alors qu'elle est quand même délimitée par cette marche. Ouais. Moi, j'aime bien quand il y a des marches, en fait. Je trouve que c'est bien parce que ça va créer vraiment des zones différentes, alors que s'il y avait eu cette longue pièce en longueur comme ça aurait été peut-être plus difficile à aménager. Tu vois. Et puis les gens aussi, on s'assied souvent sur la marche. Tu vois, quand tu bois un verre, t'es là, t'es assis sur le canapé. Ou, c'est un siège supplémentaire. Ouais, non, ça crée bien... ça donne en fait une structure à un espace qui est assez linéaire. C'est ça qui est intéressant. Et qu'est-ce que vous feriez différemment avec le recul ? Je mettrais le chauffage au sol dans la salle de bain en haut. D'accord. On l'a pas fait parce qu'on nous a dit la chaleur va monter. Donc, dans la tienne dans la tienne, okay. Dans la nôtre. Et j'aurais bien, il y avait une des dépendances, là, la dernière qu'on a faite, où on a longtemps hésité à faire un studio de yoga. Mais en même temps, l'espace était assez... il est étroit, en fait. La dépendance là-bas est assez étroite, petite, mais elle est haute. Elle est sur 2 étages. Et en fait, on s'est dit, bah non, parce qu'en fait, on va pouvoir mettre 3 tapis comme ça, puis les 3 autres vont être au-dessus. Enfin, ça marche pas. Mais voilà, j'aurais bien aimé avoir un espace supplémentaire ou une petite serre en plus dans lequel on fasse un espace yoga. Il faut que je te montre une photo, tu vas adorer, du dernier épisode que j'ai sorti sur un moulin à l'est de Paris, que je viens de sortir là. Ils ont créé, j'y ai pensé tout à l'heure déjà, ils ont construit une serre en pleine forêt dans une clairière de 90 mètres carrés et c'est un lieu de pratique de yoga. C'est magnifique. Mais je sais, j'ai une copine qui a fait une retraite. Voilà, ils font des retraites, c'est le moulin de Malvoisine. Ouais, je devais y aller, ils ont fait une retraite au mois de mai là et j'étais je sais pas où j'étais mais j'ai pas pu y aller. Vas-y, c'est magnifique. Ça avait l'air dingue. Est-ce que tu te sens un peu chez toi ici, même si c'est pas vraiment ton chez toi, que t'es plus souvent à Paris ? Ah mais complètement. Ouais. Ah mais ici on a vraiment on a notre âme en fait qui est là. Non, puis on a énormément profité de cette maison. On a fait des dîners avec enfin je sais pas, on a vu nos enfants grandir ici. Ouais, vous avez eu plein de moments super. Plein de moments, le calme. Puis c'est un moment où on se ressource aussi en famille, tu vois, où on se retrouve un peu en dehors du chaos parisien, de nos quotidiens. Ici, tu sais, quand j'arrive, j'ai vraiment l'impression que tu vois, je peux souffler, je peux je peux vraiment tout lâcher quoi. En fait, j'ai l'impression d'être très très en sécurité en fait dans cette maison. Ah ouais, donc c'est un peu ça la définition d'un chez soi. Ouais. Non, c'est vraiment, je te dis, puis c'est vraiment, je sais qu'il y a notre âme dans cette maison, quoi. Je pense que, enfin, tu vois, il y a nous, il y a nos empreintes, il y a tout l'amour, l'énergie qu'on y a mis, tu vois, c'est... Non, vous avez mis dans tout ce béton avec vos petites mains. Ouais. Quel regard tu portes aujourd'hui sur cette expérience de travaux-là ? Est-ce que vous en aviez eu d'autres avant ? On n'en a pas trop parlé, mais c'est votre première ou Alors, on a toujours adoré quand même retaper des trucs. On avait pas mal d'appartements à la grande époque de Airbnb. On avait quand même 3-4 appartements, des appartements qu'on récupérait à New York, qu'on retapait. Donc, on a toujours adoré ça.
D'accord. À New York, il y a vers Bowery Street, là, il y a une rue, c'est parce que j'en parlais avec mon mari il n'y a pas longtemps, où il y a une tonne de luminaires. Tu sais, c'est vraiment de luminaires, pardon. C'est vraiment, tu sais, les boutiques de luminaires, tu sais, tenues par des Chinois, et ils ont plein de trucs dans tout. Et on passait, mais nos week-ends là-bas, on adorait essayer de construire des nouveaux luminaires avec ce qu'on pouvait. Et du coup, on avait quand même 3-4 appartements qu'on n'a pas retapés comme c'est le cas ici, mais 3-4 appartements qu'on louait et qu'on voulait rendre, donc sur lequel moi j'ai posé du jonc de mer dans un appartement, on a fait toute une table en mosaïque, on a construit des placards, on a posé des papiers peints. Ok, mais c'était pas autant qu'ici du coup. Non. Et là, c'était quand même une maison que vous louez aussi, mais dont vous vouliez profiter aussi, donc aussi un peu pour vous. Alors à la base, on a commencé à la louer il y a seulement 2 ans. Ah, c'est arrivé après. Ah ouais, on l'a pas du tout loué. Donc c'était vraiment avant. pour vous quand oui, vous avez fait les travaux. nous. Donc c'est différent, tu vois. Ouais. Quel regard tu portes sur cette expérience, en tout cas, là, de travaux aujourd'hui, 2-3 ans après la fin? C'est une période qu'on a adorée. Par contre, je me souviens que à la fin, on s'était dit genre, on va pas parce qu'en même temps, il faut savoir qu'on faisait la maison en Turquie aussi. Hein. Ah. Donc on a vraiment baigné dans les travaux pendant un moment. Et on était content de se dire que c'était la fin des travaux. On s'était dit là, on va pas refaire des travaux tout de suite. Puis après, on a eu envie de refaire la dépendance parce qu'on a attendu en fait un peu après. Puis après, on a refait la dépendance. Et puis l'été, il y a 2 ans, du coup, on a fait la dernière dépendance. Là, c'est on fini. a beaucoup fait nous-mêmes. Ouais, c'est fini, mais en fait, ça finit jamais parce qu'en vrai, c'est jamais fini une serre, maison. on pourrait. Mais il vous reste des gros trucs à faire, non là Non. C'est bien là. Ouais. Non, là, on est bien. Comment tu décrirais la maison en un mot aujourd'hui? Et comment tu l'aurais décrite il y a 5 ans, là, quand vous l'avez achetée? Aujourd'hui, je pense que je dirais qu'elle est singulière. Et à l'époque, c'était vraiment du gâchis, hein, parce que même si c'était une maison abandonnée, tu vois que c'était... Oui, déjà, elle était abandonnée, donc rien que ça, c'était dommage. C'était... Ouais, moi j'avais un peu cette notion de gâchis là, parce que c'était très très romantique là ce terrain quand tu rentres avec ces grands arbres, la maison qui est cachée derrière les arbres et tout. Et voilà, il y avait une notion un peu mais il s'y passait rien quoi. Non, de gâchis, on sent qu'il y a eu en plus on savait que c'était une famille avec des enfants qui avaient grandi ici et puis après je pense que les enfants ont grandi et que ça les intéressait plus voilà, bon après mais voilà, mais moi ça peut me foutre un peu le cafard les maisons, d'imaginer la vie des gens, etc. J'aime pas trop ça. Tu vois, la cuisine, alors que moi, la cuisine, c'est l'endroit, la pièce la plus importante dans une maison, avec le sauna. Mais là, je me suis vraiment dit, putain, c'est... Ah oui, la cuisine comme elle était là sur les photos. Tu dis, c'est vraiment, tu te fais vraiment pas kiffer. Enfin, là, tu vas vraiment au bagne à chaque fois que tu dois te préparer un truc à manger. Je préfère la tienne, c'est sûr. Ouais, donc voilà. Une fois que les travaux étaient finis et que vous avez commencé à montrer le résultat autour de vous, comment ça a été reçu? Enfin, j'imagine, je sais pas, tu vas me raconter que vous avez partagé autour de vous, sur Instagram aussi, même si tu avais partagé pas mal des travaux. Moi, je me souviens que je les suivais à l'époque et tu montrais depuis le début, c'était chouette. Mais quand vous avez partagé cet intérieur très moderne et minimaliste dans une enveloppe de maison de campagne très tradie de l'extérieur, enfin très classique, un peu traditionnel, c'est quoi les retours que tu as eu? Est-ce que les gens ont fait « Waouh, c'est incroyable » tout de suite? Tu as eu beaucoup de retours positifs, tu as eu un peu de presse, tout ça. C'est pour ça aussi que je te demande ça. Comment elle a été reçue autour de vous, cette maison si singulière? Alors, moi, on m'a jamais dit jusqu'à aujourd'hui que la maison est dégueulasse et immonde. Donc, on a toujours eu plutôt que des très très bons avis, retours, commentaires. Après, sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on a pas mal partagé. Donc, en fait, les gens suivaient ça avec beaucoup d'excitation. Ouais, il y a eu une espèce d'engouement. Non, ouais, ils étaient vraiment hyper excités. Puis, on avait vraiment envie de montrer, déjà ce qu'on avait envie de montrer de la maison, mais aussi de montrer qu'en fait, c'est cool de faire les trucs un peu différemment. Et je pense que c'était ça aussi qui plaisait, c'est de se dire, putain, t'as vu, là, mais ils ont fait une chambre de 4... On dirait que le truc, c'est un appartement, quoi, la chambre. Donc ça a été plutôt très bien reçu, et ça a été très bien reçu par la presse, parce qu'on a eu un coverage en presse absolument extraordinaire. Et vous avez été dans le top 10 de qui? Je sais plus, dans le top 10 des maisons... des designs de maisons c'était pas AD, c'était, je sais plus. Voilà, on a gagné le prix de la meilleure rénovation de maison 2021, je crois. C'était Dwell Magazine. Ok. Donc Dwell, pour nous, c'était vraiment le Graal.
Mais on a eu beaucoup de presse internationale. C'est assez fou quand même. Ouais. Bah, après, on a travaillé avec un bureau de presse pour d'accord. pour ça vous qui avez s'appelle la vraiment boutique communiqué. RP. Ouais. D'accord, vous la avez boutique communiqué RP qui est très maison. sur tout ce qui est lifestyle, etc. Et donc, on a communiqué évidemment là-dessus parce qu'on se dit quand il y a un projet qui est cool, on a envie il faut en parler. Il faut en parler. Et puis, nous, on a envie aussi d'inspirer. Enfin, on est tous les deux créa, donc on a envie d'inspirer les gens par ce qu'on fait. Et puis, montrer que notre esthétisme, moi, c'est vrai que je suis connue, entre guillemets, pour Aimstone et pour ce que je fais avec des vêtements où il y a quand même toujours beaucoup d'imprimés, de matière, de ça. Mais en fait, mon esthétique, c'est pas que des... On a eu souvent ce commentaire-là. De me dire, ah mais c'est marrant parce que toi, Aimstone, avec tous tes imprimés, etc., je m'attendais à des papiers peints partout, etc. Non, mais pas du tout. En fait, moi, j'ai une esthétique que j'ai avec Aimstone, et puis à côté de ça, ma maison n'est pas recouverte de tapisserie et de... Ouais, donc c'est marrant parce que je comprends en même temps le... Ouais. Mais moi, je vois beaucoup de motifs et d'imprimés dans cette maison, au travers des peintures. Les rideaux derrière toi. Les matériaux, enfin, tu vois, les... Donc voilà, non, mais globalement, ça a été... hyper bien reçu. Après, c'est une maison qu'on a tellement fait pour nous que j'ai l'impression que les gens, si tu veux, il y avait un espèce de respect aussi, j'imagine, dans les commentaires. Bon, après, il y a sûrement des gens qui trouvent ça moche, mais je pense que ça a tellement été animé par nous et par notre passion créative que je pense que les gens n'étaient pas là pour, tu vois, en parler à tort ou dire après, je peux concevoir que ça plaise pas à tout le monde, mais bon, ça... les goûts et les couleurs. Exactement. Moi, je trouve ça canon. Et tu sais quoi, vraiment, encore aujourd'hui, quand je rentre dans cette maison, je me dis genre, waouh. Enfin, tu vois, j'ai encore des moments où je me dis, putain, on était vraiment, mais genre, hyper sur nous. Je sais pas si aujourd'hui, on referait je sais pas, tu vois, si de là demain, je referais un projet, est-ce qu'on serait sur quelque chose d'aussi... Ah oui. Je sais pas. Tu vois, mais je trouve que quand j'y repense un peu avec du recul, il y a 4-5 ans, je me dis, putain, on est quand même... On venait de rentrer des États-Unis vous étiez, avec des enfants en bas âge, machin. Je me dis, on s'est quand même bien donné, quoi. Donc on est très fiers, on est tous les deux très fiers de ce projet qui est vraiment... qui est une partie très, très importante de notre vie et de notre vie de couple aussi, quoi. C'est... Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans des travaux ? S'il y avait un conseil à donner. Ne pas se stresser avec le temps, ne pas se mettre de deadline en disant je veux tout faire en 6 mois, ou si tu le dis en 6 mois, fais-le sur 18 mois, quoi, en fait. Je trouve que c'est le pire des travaux. De se stresser. Ah ouais, c'est le pire. D'essayer de faire tout rentrer, ça prend toujours, franchement, 2 fois plus de temps que ce qu'on s'est dit. Ça marche, mais quand c'est une maison secondaire, tu vois, quand c'est ton habitation, il y a un moment, faut emménager, quoi. J'ai pas la recette, même si c'était une résidence en tout cas, quand c'est un projet qui le permet, essayez de rester zen sur le... Mais de manière générale, en fait, on est tout le temps méga stressé à cause du temps et du timing. Moi, je le vois, on est stressé dans mon boulot parce qu'on a une collection qui doit sortir demain et que la prod est en retard. Demain là Non, j'exagère, mais elle est sortie ce matin, mais elle est arrivée en temps et en heure. Non, mais c'est toujours un stress, en fait. On est stressé sur un projet créatif, la beauté... C'est aussi le temps que ça prend. Il y a des délais qui sont incompressibles, en fait. Il y a des délais qu'on peut pas squeezer. Il y a des choses, et en fait, on est dans un monde où on a envie de tout faire passer en avance rapide. Pour faire bien les choses, ça prend du temps. Pour développer des idées, ça prend du temps. Peut-être que nous, si on s'était speedé comme des malades pour faire les travaux, en fait, on aurait fait... ce serait pas le même résultat. Ça serait pas le même résultat, parce que forcément, t'aurais pas tous tes carreaux faits sur mesure. Je serais allée les acheter chez Leroy Merlin, et ils auraient été beaucoup moins beaux, mais le charme, en tout cas, est unique. L'amour que j'ai mis dans ces carreaux. Donc voilà, moi, c'est vraiment cette notion par rapport au temps, je trouve, qui ruine, enfin, qui est très contradictoire avec des projets qui sont... qui nécessitent... Et qui sont animés par ce qu'on a dans nos entrailles. Je trouve qu'il faut prendre le temps de bien le faire, parce qu'en fait, c'est ça le vrai plaisir, c'est de prendre le temps de faire les choses bien. Est-ce que tu as un compte Instagram que tu aimes bien suivre, que tu aimerais partager, qui parle rénovation, décoration ? Non, alors parce que bizarrement, je suis pas trop les projets de travaux des autres. De travaux des autres. Trop là-dedans. Non, mais par peu contre, de déco, j'adore, des archives, j'adore regarder. J'adore tous les Dwell, en fait tous les magazines de design, de déco. Et j'adore tous les comptes avec des cabines au milieu des forêts. Là, tu sais, la toute petite cabine hyper bien aménagée avec le feu, les petites lumières au milieu de la forêt. Ça, c'est vraiment avec un lac à côté. Peut-être un jour, écoute. Exactement. Prochain projet.
Eh ben écoute, merci beaucoup Alix de m'avoir raconté ton histoire, toute l'histoire de ce projet, de cette maison, et puis bravo d'avoir imaginé et créé cette maison vraiment hors du commun. On peut découvrir toute la visite de la maison en photo sur lechantierpodcast.fr. Il y a aussi plein de avant-après des travaux. Tu m'as guidée pour que je prenne bien les mêmes angles et c'est vrai qu'ils sont franchement hyper impressionnants. Si on a envie de te poser des questions sur les travaux, on peut, c'est quoi le mieux ? On peut te faire un message sur ton compte casa.ketche sur Instagram. Sur le compte Instagram. Merci beaucoup, Alix. Merci à toi. Et à très vite. Merci. Salut. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode avec Alix. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aidera pour vos projets travaux. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez m'aider en laissant 5 étoiles et votre avis en quelques mots sur Apple Podcast ou Spotify. C'est vraiment très rapide et ça m'aide énormément à faire connaître le chantier. Vous pouvez aussi tout simplement parler du podcast à un ami qui se lance dans des travaux et à qui il pourra peut-être servir. Pour finir, pensez à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute pour recevoir les notifications lors de la sortie des prochains épisodes. Il y en a un par semaine. Vous pouvez aussi écouter ou réécouter les épisodes précédents déjà disponibles. Il y en a une centaine dans lesquels vous trouverez 1000 conseils, retours d'expérience et bonnes adresses pour vos projets travaux. Rendez-vous enfin sur lechantierpodcast.fr pour visiter en photo les lieux des épisodes, voir les avant-après des travaux et faire le plein d'inspiration déco. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du chantier, à écouter en peignant les murs ou en décollant votre papier peint. À très vite.